Aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle présentation, nous allons vous parler de la question agraire. La question agraire, nous avons comme objectif terminal de schématiser la question agraire en Haïti depuis la période qui précède l'indépendance jusqu'à Boyer. On va essayer ensemble de schématiser la question agraire en Haïti. Il faut dire que le problème de la terre est un problème majeur en Haïti. On arrive même à dire que la question agraire est le pivot de l'histoire nationale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par question agraire? Nous disons que c'est l'ensemble des problèmes relatifs à la terre, en ce qui a trait à son mode d'exploitation, d'importance capitale dans les fonctions sociales d'Amérique latine. Cette question a particulièrement marqué le 19e siècle haïtien. Maintenant, voyons le concept de politique agraire. Donc, dès que nous parlons de questions agraires, nous voyons les problèmes relatifs à la terre en ce qui a trait à son mode d'exploitation. Maintenant, l'autre concept, c'est la politique agraire. Qu'est-ce que c'est? Nous disons que la politique agraire, qu'est-ce que c'est? C'est quand les pouvoirs sont amenés à chercher une solution aux problèmes agraires. À ce moment-là, on parle de politique agraire. Il faut dire que dans un tel cas de figure, un cadre ou une ligne d'action en conformité à sa politique économique, en mettant en place les dispositifs en mesure adéquate qui lui permettent de résoudre les problèmes agraires. Donc, quand nous parlons de politique agraire, il faut voir ces politiques qui visaient à résoudre, à apporter, à chercher des solutions aux problèmes agraires. Maintenant, voyons un autre concept, c'est la réforme agraire. En fait, c'est l'ensemble des opérations visant à transformer la structure foncière d'un État ou d'une région par la modification des rapports sociaux en vue d'assurer l'amélioration des techniques culturelles et l'accomplissement de la production agricole. La question agraire reste la question la plus épineuse de l'histoire nationale. Elle constitue pour l'essentiel des conflits qui ont bouleversé le pays depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Donc, je viens vous présenter trois concepts clés dans le cadre de l'agraire, de la question liée à la terre. Le premier concept, c'est ce qu'on entend par question agraire. Dès que nous parlons de question agraire, nous voyons des problèmes relatifs à la terre, en ce qui a trait à son mode d'exploitation. Le deuxième concept, c'est la politique agraire. La politique agraire, c'est lorsque les pouvoirs sont amenés à chercher une solution au problème agraire dans le cadre d'une politique économique globale. À ce moment-là, on parle de politique agraire. Et puis, le dernier concept, c'est la réforme agraire. La réforme agraire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des opérations visant à transformer la structure foncière d'un État ou d'une région. Donc, vous voyez, donc, ce sont là les trois concepts clés qui sont liés à la terre. Maintenant, on va essayer de poser le problème agraire en Haïti pour la période qui précède 1789. 1789, normalement, c'est l'éclatement de la révolution de Saint-Domingue. Donc, on va essayer de voir comment se posait le problème pour la période d'avant. Nous disons que le régime foncier de Saint-Domingue
comment cela était avant la Révolution. Le roi a la propriété nominale de toutes les terres et que depuis 1674, intendant et gouverneur accordent des concessions gratuites, des concessions gratuites en francs à eux, c'est-à-dire dégagées de tous les droits féodaux. Statut voisin du droit d'usure tel que rédigé dans le droit napoléonien. La terre n'appartient à personne. Mais à la veille de la Révolution de 1789, on retrouve dans la colonie des mutations fréquentes, des terres changeant sans cesse de propriétaire. Maintenant, voyons le problème après l'affranchissement général. C'est après le 29 août 1993 comment se posait le problème agraire à Saint-Domingue. Dès que nous parlons d'affranchissement général, nous voyons tout de suite, Santonax et Paul Vérel. Ces deux ont proclamé la liberté générale dans le nord, ça c'est le cap de Santonax, et puis Paul Vérel dans l'ouest et le sud. Bien sûr, ces deux-là allaient aborder le problème avec beaucoup de divergences, avaient abordé le problème de la terre avec beaucoup de divergences. Maintenant, comment il abordait le problème de la terre? Voyons d'abord du côté de Santonax. Santonax, il faut aborder ça avec le texte du 29 août 1793. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la liberté générale à tous les esclaves sans distinction. Ça, c'est à la base du texte du 29 août 1993. Ensuite, il a fait un accord d'une part des revenus des propriétés aux cultivateurs qui les exploitent. Il accorde d'une part des revenus des propriétés aux cultivateurs qui les travaillent. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un partage de revenus de chaque habitation en 3 portions égales. Il a fait un partage de revenus de chaque habitation en 3 portions égales, avec déduction des impositions prélevées sous la totalité. Par exemple, affectation du 1/3 de revenus aux propriétaires, 1/3 pour les frais de faisance-valoir, 1/3 sera partagé entre les cultivateurs. En fait, les nègres sont libres, mais doivent rester sur les habitations pour la culture de la terre. C'est-à-dire, la liberté qu'on octroyait aux esclaves, c'est une liberté, les esclaves pratiquement sont libres, mais doivent normalement rester attachés à la terre. Maintenant, voyons comment était la situation avec Paul Vérel dans l'Ouest. Au contraire, la situation n'est pas la même dans l'Ouest. La population est disséminée, il y a beaucoup plus de terres incultes, c'est-à-dire la population ne travaille pas ces terres-là. Il est plus facile à chaque nouveau libre de satisfaire son goût de la propriété. Le système de Paul Vérel contenu dans la proclamation du 27 août semble répondre bien à une telle situation. Maintenant, voyons le système de Paul Vérel. Liberté graduelle pour le travail ou le service militaire, avec accession à la propriété. C'est la base de la proclamation du 29 août 1993 où la liberté avec Paul Vérel est graduelle. Par exemple, Santonax ne veut pas morceler les grandes entreprises manufacturières. Paul Vérel conçoit la liberté de manière graduelle. Somme toute, à la base de toutes les divergences de vues entre Santonax et Paul Vérel, nous retrouvons une préoccupation dominante. Laquelle? C'est le souci de sauvegarder la colonie de Saint-Domingue que la France est sur le point de perdre. C'est-à-dire, si nous voyons comment Paul Vérel et Santonax posaient le problème, il y a un point commun, c'est que les deux ont comme souci de sauver la colonie à la France. Maintenant, voyons comment était posé le problème sous Toussaint Louverture. Louverture, lui, adapte le régime de la grande propriété pour restaurer l'économie de Saint-Domingue. Il a redonné sa fabuleuse prospérité. C'était ça l'objectif de Toussaint.
Une production abondante doit fournir les ressources nécessaires à l'achat des armes et munitions pour la défense des côtes contre les agressions françaises. Les masses se soulèvent contre les régimes de culture. Les masses veulent le morcellement des grands domaines et ne veulent plus travailler sur les terres qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est le grand défi de Toussaint. Pendant que Toussaint voulait conserver les grands domaines, mais il y avait un refus catégorique des classes populaires de travailler sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Maintenant, Toussaint Louverture, dans sa vision de relèvement économique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instaurer les règlements de culture suivantes. Il va instaurer les règlements de culture suivantes. Un, affermage des grands domaines aux généraux. Les gérants, les conducteurs et cultivateurs sont assimilés à des militaires et ils doivent remplir leurs devoirs avec exactitude, soumission et obéissance sous peine d'être punis avec la même sévérité que les soldats en faute. Ça, c'est l'article 1er et 2 de ce règlement de culture. Les commandements militaires doivent surveiller activement dans leur commandement que les cultivateurs ne se trouvent pas pendant les décades sous peine d'encourir de jours d'arrêt, 1 mois en cas de récidive et la destitution une 3e fois. Ça, c'est l'article 10. Et chaque citoyen dans la colonie doit justifier d'une occupation sous peine d'être considéré comme cultivateur. Le vagabondage est sévèrement réprimé et la peine du fouet maintenue. La répartition des revenus demeure celle des règlements de Santonax, donc c'est à peu près les mêmes répartitions que les règlements de culture de Santonax. Mais ces règlements de culture de Toussaint permettent de conclure que l'agriculture a été militarisée afin de parer à la carence de la main-d'œuvre et vaincre le raidissement éventuel des cultivateurs mécontents de n'avoir pas reçu de terre. Et selon les historiens, cette forme d'embrigadement est étiquetée de caporalisme agraire. Donc, avec Toussaint se développait le caporalisme agraire. Toussaint contraignait le peuple à travailler, à attacher à la culture. Maintenant, voyons rapidement le modèle de Dessalines. Dessalines ne fait que reprendre les anciens règlements de culture de Toussaint. C'est le modèle, je dirais, Dessalines copiait le modèle de Toussaint. Ce modèle agraire était axé sur 3 éléments essentiels. 1, la grande propriété étatique, le système portionnaire et puis le caporalisme agraire. Maintenant, sur Christophe, comment se posait le problème agraire? À l'instar de Dessalines, Christophe reprit à son compte les règlements de culture de Toussaint, en favorisant bien sûr la reconstitution de la très grande propriété dans le Nord, l'affermage des grands domaines aux seigneurs féodaux, qui doivent les exploiter sous peine de sanctions sévères selon les prescriptions du Code Henri. L'instauration de la royale d'Aromée qui assure l'encadrement militaire des plantations chargées de réprimer les masses paysannes. Ce fut la militarisation de la production avec Christophe. Maintenant, sous Pétion, comment était le problème? Concurrent son rival du Nord, le président fait coexister la grande et la petite propriété. Donc, c'est avec Pétion, on va assister à l'inauguration de la petite propriété en Haïti. Mais il faut dire que ça entrait dans le cadre d'une politique vis-à-vis de Christophe. On trouve aussi un libéralisme excessif. Les terres restent en friche. Pas de mesures visant au relèvement de la production. Enfin, le dernier gouvernement pour la période, c'est le gouvernement de Boyer. Comment se posait le problème agraire sous Boyer? Dans son code royal de 1826, 6 lois et 200 articles, conséquence de l'ordonnance de 1825, Boyer ne fait que reprendre les lois agraires, bien sûr, qui existaient avant lui-même, telles, par exemple, les lois agraires de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Christophe, en y ajoutant, bien sûr, plus de sévérité et de rigueur. Le caporalisme agraire est revu, corrigé et augmenté. Pour répéter au G petit frère, derrière le code rural de Boyer, il y a tout un projet de société autour de l'armée et des classes dominantes
locales, régionales et nationales, alliances dans le but, voyez, l'objectif d'exploiter, de dominer la paysannerie et de l'assimiler à une simple force de travail utile pour la production. Vous voyez, c'est le projet. Derrière le Code rural de 1800, le Code rural de Boyer, vous voyez, c'est le projet, c'est tout un projet de la classe dominante qui est un projet qui est mis en application, un projet bien sûr qui est contre les classes et les classes populaires. En caractérisant les premiers régimes agraires haïtiens, pour la période allant de 1801 à 1826, ce qu'on constate, c'est que les mesures arrêtées étaient orientées dans le sens des intérêts d'une minorité ou d'une politique agraire oligarchique. Voyez la question, le problème agraire et les mesures agraires étaient orientées dans le sens des intérêts de la minorité dominante, de l'oligarchie, de l'oligarchie haïtienne. Vous voyez, ça c'est la réalité, c'est la conclusion simple de la façon dont on posait le problème agraire pour la période allant avant l'indépendance jusqu'à Boyer. Merci.